physiologie de la prise alimentaire, le choix des aliments, la restriction cognitive et les besoins nutritionnels. Elle fait partie du module commun pour tous les professionnels. La prise alimentaire est un comportement complexe et périodique grâce auquel un organisme obtient de son environnement des ressources nutritionnelles qui sont essentielles à sa survie. La faim et la satiété sont des états psychophysiologiques qui déclenchent ou inhibent la consommation d'aliments. La prise alimentaire répond à un ensemble de stimuli qui vient du milieu intérieur qui signale le besoin ou la répression. Ces déterminants de la prise alimentaire sont essentiels car ils assurent de couvrir adéquatement les besoins vitaux. En revanche, d'autres stimuli externes peuvent également intervenir. Les sensations alimentaires incluent des sensations émises ainsi que des sensations perçues. Grâce à ces sensations alimentaires innées, l'organisme peut maintenir un poids stable ou bien grandir si c'est un enfant ou un adolescent, en équilibrant ses apports en fonction de ses dépenses. Alors, concernant les prises alimentaires, cette prise alimentaire permet de réguler les réserves en nutriments de l'organisme. Pour ce faire, elle va faire intervenir des peptides, mais également des neurones qui sont dits orexigènes. Donc, ce sont des neurones qui vont augmenter l'appétit, ainsi que des neurones anorexigènes, donc c'est-à-dire des neurones qui vont diminuer notre appétit. La stabilité du poids ou de la croissance va être assurée par une alternance entre des prises alimentaires, donc le fait de manger, et des périodes de jeûne. Alors les périodes de jeûne, comme on l'entend nous, ce sont des périodes qui séparent deux prises alimentaires et non pas comme on peut l'entendre dans des régimes comme le jeûne intermittent où c'est des très très longues périodes sans manger. Le contrôle de cette prise alimentaire est associé donc à l'intégration des besoins métaboliques, donc les besoins de notre corps, les besoins en énergie de notre corps, des composantes hédoniques, donc c'est-à-dire de plaisir, et motivationnelles qui sont associées à la nourriture. Les signaux de faim et de satiété vont refléter le statut en énergie de notre organisme. Et pour ce faire, c'est intégré par le cerveau qui va, lui, enclencher une réponse adaptative qui est métabolique, mais également comportementale. Et c'est cet ensemble de choses qui permet d'assurer le stock en énergie de notre corps. Alors, la régulation de notre prise alimentaire se fait grâce à deux grands mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme de faim-satiété, qui lui va réguler la fréquence des repas, et le deuxième mécanisme est celui d'appétit-rassasiement, qui lui va réguler le volume des repas. Et ces deux mécanismes ont une fonction adaptative que nous allons développer par la suite. D'abord, le mécanisme de faim-satiété qui régule la fréquence des repas. Donc, la faim apparaît lorsque les apports en énergie sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'organisme. C'est quand le corps a la perception du déficit énergétique par une chute de glycémie, par exemple. Elle peut être ponctuelle, comme la faim ressentie entre deux repas, ou prolongée, comme dans le cas d'un jeûne total ou lorsque les apports sont chroniquement insuffisants. La faim s'accompagne de sensations complexes qui sont variables en termes d'intensité, mais aussi de nature. Par exemple, des gargouillis, l'estomac creux, la tête lourde, l'irritabilité ou l'anxiété. La satiété, par contre, est simplement un état d'absence de faim, de désir de manger, qui s'accompagne souvent d'un état de détente associé à la satisfaction des besoins métaboliques. L'intensité et la durée de cet état dépendent de plusieurs facteurs, dont le contenu énergétique et nutritionnel du repas précédent. Ce mécanisme permet une prise énergétique adéquate. Voici une petite image pour mieux comprendre ce mécanisme de faim et de satiété. Donc, chaque bosse représente une prise alimentaire. La taille de la bosse montre la quantité ingérée. La bosse plus élevée ne veut pas dire avoir trop mangé, mais juste d'avoir mangé plus. Le premier graphique indique une situation habituelle, par exemple,
Pendant la semaine, au matin, on se lève, on a faim et on mange le petit déjeuner. Le deuxième graphique, par contre, indique ce qui se passe si on mange une quantité plus importante. Par exemple, le week-end, si on fait un brunch ou on mange des cookies, on n'a pas faim aussitôt. La période de satiété est plus longue, tout simplement parce qu'on a mangé plus. Alors, le deuxième mécanisme, c'est donc celui de l'appétit et du rassasiement et comme je le disais, quant à lui, va permettre de réguler le volume des repas. Donc l'appétit peut se manifester en l'absence de faim et peut être considéré comme un accélérateur, c'est-à-dire l'envie de manger un aliment par le plaisir qu'il procure, par exemple, mais également comme un frein. Il y a certains aliments qui ne sont moins appréciés et donc qui vont susciter moins d'appétit. Le rassasiement, quant à lui, il survient, avant que la digestion, que l'absorption et l'utilisation métabolique des nutriments qui proviennent, des aliments qui sont ingérés et donc tout ça, donc ce rassasiement, provient avant que tout ça soit terminé et donc on parle de rassasiement spécifique et de rassasiement général. Alors le rassasiement spécifique, c'est spécifique à l'aliment consommé à l'instant T. Donc ce sont, par exemple, moi je donne toujours cet exemple-là, on va au restaurant, on prend un plat qu'on ne finit pas forcément, mais on a encore, comme on dit, une petite place pour le dessert. Donc il y a le rassasiement spécifique pour le plat à ce moment-là, mais on garde encore une certaine appétibilité pour le dessert. Et donc, après l'ensemble du repas, survient ce qu'on appelle le rassasiement général, qui est lui non spécifique et qui se développe à la fin du repas et qui provoque la fin du repas. Il faut savoir aussi que la taille du repas va être affectée par les qualités sensorielles comme le goût, la texture, la présentation de l'aliment et l'anticipation du plaisir à le manger augmente l'appétit. Et donc ce mécanisme, de régulation de volume a une fonction adaptative qui est celle de diversifier l'apport alimentaire. Alors, pour expliquer, ce mécanisme, on l'illustre par cette expérience. Donc ici, il y a 2 groupes distincts, donc le groupe blanc et le groupe gris. Dans le groupe, blanc, on présente 4 services et lors de ces 4 services, on va présenter le même type de sandwich. Tandis que le groupe gris, il y a également 4 services, mais où on présente des sandwichs différents et ce qu'on constate au cours du temps, c'est que de toute façon l'appétit décroît, les prix alimentaires, décroît, mais par contre, on remarque que le groupe qui a le plus de saveurs va manger en plus grande quantité. Alors, concernant le choix des aliments, il faut savoir que, ce qui va impacter, notre choix pour certains aliments dépend d'un tas de facteurs. On vous les a notés ici, mais on peut citer, plutôt des facteurs, sociaux, des facteurs culturels, notre, état, mental, notre santé peut influencer également ce choix des aliments, notre éducation, notre état interne, donc par exemple stress, anxiété, joie et cetera. Tout ça peut impacter également le choix, de nos aliments, mais évidemment aussi le stade de développement dans lequel on se trouve. Donc il y a vraiment plein de facteurs qui peuvent impacter ce choix des aliments. Donc, voici un graphique pour illustrer comment plusieurs facteurs peuvent influencer ce qu'on mange. Donc, on peut catégoriser les choix alimentaires en fonction des facteurs liés aux aliments, liés à la personne ou aux facteurs socio-économiques. On peut choisir un aliment par rapport à ses effets physiologiques, par exemple, si on a faim, si on a de l'appétit. Si on a faim, on va chercher un aliment plus riche et calorique, mais si par contre on a perdu l'appétit, on va peut-être manger léger. Chaque individu aussi a ses goûts préférés, qui ne sont pas forcément les mêmes goûts que les autres, et des facteurs psychologiques comme notre humeur peuvent influencer nos choix. Donc, une personne qui aime bien un aliment, mais en raison de son état d'esprit dans une situation particulière, ne le mangera pas uniquement pour exprimer son désaccord. Ou par exemple, si on est déprimé, on peut perdre l'appétit, on n'a plus envie non plus de manger quelque chose.
Des facteurs socio-économiques comme le coût ou la disponibilité de certains aliments vont impacter nos choix et aussi nos attitudes face aux caractéristiques ou à la qualité des aliments peuvent influencer les choix. Nous allons par exemple acheter des aliments qu'on estime meilleurs pour la santé, même si parfois ce n'est pas la vérité ou le cas. Alors, concernant ce choix, des aliments, il faut savoir que, il y a une évolution en fonction du stade de développement. Et donc, ce choix et ses préférences alimentaires vont évoluer tout au long de la vie et commencent à se développer avant même la naissance. Nous savons aussi maintenant que le bébé perçoit les goûts des aliments qui sont consommés par la maman pendant la grossesse et que le goût du lait maternel varie également en fonction de ce que la maman allaitante mange. Quand le bébé grandit et commence à manger, il y a une diversification de l'alimentation qui se produit à la maison, avec sa famille, mais également à la crèche, puis ensuite à l'école, puis chez son groupe de pairs, etc. Et il y a, aussi un impact des attitudes des autres enfants qui l'entourent. Si par exemple, son entourage mange un certain type d'aliment, l'enfant aura tendance à avoir plus facile à manger ce type d'aliment et à l'inverse, si un aliment est évincé par son groupe de pairs, cet aliment pourra être plus compliqué pour lui. Nous remarquons, de ce fait des comportements qui peuvent être différents à l'école, par rapport à la maison, pour, les mêmes aliments. Au même titre que, par exemple, aussi, on observe souvent, hein, que quand, les parents n'aiment pas un certain type d'aliment, quelque part, l'enfant aura des difficultés à le goûter et à l'apprécier de lui-même. Il n'est pas rare qu'entre 2 et 6 ans, même voire plus, l'enfant, s'oppose à goûter de nouveaux aliments et s'oppose à certains aliments et c'est tout à fait normal. Et souvent, les légumes font partie de cette catégorie d'aliments qui sont plus difficiles à intégrer dans l'alimentation de l'enfant et ce entre 2 et 10 ans. Ensuite, à l'âge de l'adolescence, il y a une grande importance qui est mise sur ce que les amis et les copains, pensent et donc le choix alimentaire va parfois différer, de la famille à ce stade-là. Il essaye de se différencier et donc les pairs peuvent influencer, le choix alimentaire. Il faut savoir aussi, que le fait que l'adolescent progressivement, va pouvoir, s'alimenter seul, donc c'est-à-dire, faire des expériences, pendant ses temps de midi, aller manger avec ses copains et cetera, peuvent influencer, ses choix alimentaires. Pendant l'adolescence aussi, c'est une période où les goûts se développent, les goûts changent et ce parfois entre guillemets «du jour au lendemain» et pour les grands ados et les jeunes adultes, ils vont pouvoir expérimenter de plus en plus de choses en dehors, du cercle familial et donc ça influencera également, le choix des aliments. Nous allons aborder maintenant un autre sujet qui est la restriction cognitive. Alors, la restriction cognitive peut se définir comme étant l'attitude des sujets qui limitent délibérément leur consommation alimentaire dans le but de perdre du poids ou de ne pas en prendre. C'est ce qu'on observe typiquement dans le cas d'un régime restrictif. Alors, il faut savoir que cette restriction cognitive influence la sémiologie même du comportement alimentaire. Donc, en survalorisant les informations cognitives au détriment des connaissances de l'état interne, le comportement de restriction tend à court-circuiter les signaux physiologiques de faim et de satiété. Et au final, la restriction risque de provoquer le résultat inverse de celui qui est escompté, et sur le long terme, cette forte restriction alimentaire, peut être à l'origine de fluctuations pondérales importantes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des périodes de régime strict qui vont s'alterner avec, des périodes d'hyperphagie ou, de perte de contrôle. En quelques mots, il faut savoir qu'à partir du moment où la restriction
en place. Donc, la personne ne va plus, comme je le disais, écouter ses sensations internes, écouter sa faim, écouter sa satiété, mais va plutôt obéir à des règles qu'elle s'est fixées. Comme par exemple, je mange un certain nombre de calories par jour, je ne mange pas de féculents le soir, je ne mange pas après 20 heures, etc. Et donc, finalement, tous ces mécanismes qui sont innés ne fonctionnent plus correctement et ce sont les règles qui vont primer. Mais malheureusement, ces règles, sur le long terme, elles peuvent lâcher et par la suite, entraîner, des prises alimentaires parfois plus importantes et donc une fluctuation de poids. Alors ce schéma, c'est exactement ce que je vous expliquais, hein. Donc la restriction cognitive, elle se met en place à partir du moment où il y a une insatisfaction corporelle et donc un souhait de perdre du poids. Pour ce faire, on va mettre en place une restriction, un contrôle de notre alimentation qui, quant à lui, vu que ces règles sont très, très rigides, vont entraîner de la frustration. Au bout d'un moment, cette frustration entraîne un état émotionnel négatif et peut, mener à des crises compulsives ou en tout cas à des prises alimentaires plus importantes qui, elles, vont entraîner des émotions négatives comme de la culpabilité et cette culpabilité entraîne une insatisfaction corporelle plus importante et suite à ça, cette insatisfaction corporelle entraîne une restriction plus importante et donc on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Donc, pour travailler la restriction cognitive en consultation, il faut de la psychoéducation ainsi que les expériences alimentaires du patient. Comment faire? Il faut mettre en évidence une stabilisation du poids pour montrer que le poids n'augmente pas ou arrête d'augmenter. Il faut supprimer toute forme de régime et arriver à manger de tout. La journée alimentaire a besoin d'être bien structurée et la personne devrait manger suffisamment régulièrement au cours de la journée. On va travailler aussi à restaurer les sensations alimentaires internes, comme la sensation de faim et de satiété. Et en même temps, il faut travailler les fausses croyances. Tout ce travail prend pas mal du temps. On ne va pas arriver souvent à des résultats immédiats, mais l'expérience du patient va aussi aider à comprendre, va lui aider à comprendre et accepter les conséquences de la restriction cognitive. Et juste pour revenir au premier point, la mise en évidence de la stabilisation du poids, mais en mangeant régulièrement, suffisamment, petit à petit, le patient va remarquer que en mangeant de cette façon, le poids va rester stable. Alors nous vous avons mis ce graphique pour vous illustrer un petit peu la restriction cognitive. En fait, là, il y a 2 groupes différents, un groupe témoin, où il n'y a aucune restriction cognitive et un groupe, où il y a de la restriction cognitive et en fait, ce qu'on peut observer simplement au cours du temps, c'est qu'au final, le groupe avec de la restriction finira par manger de plus grandes quantités que le groupe sans restriction cognitive. On va passer maintenant aux besoins nutritionnels. Et comme les troubles de comportement alimentaire se présentent souvent à la puberté ou pendant l'adolescence, nous allons parler de cette période de vie. Donc, l'adolescence est une période de croissance considérable. Et donc ici, nous avons les percentiles de poids pour les filles de 2 ans jusqu'à 20 ans. Et on voit entre les 2 lignes rouges qu'une adolescente au percentile 50 va prendre plus ou moins 17 kilos entre 12 ans et 18 ans. Donc cette augmentation du poids va comprendre d'une augmentation de la masse musculaire, du tissu adipeux et aussi de la masse osseuse. Et donc de voir qu'il faut prendre autant de masse pendant l'adolescence, mais ça indique aussi que les besoins pendant cette période sont très, très importants. Donc voici, on a la même chose, c'est la courbe des poids pour les garçons. La différence ici, c'est qu'entre le percentile, pardon, entre 12 ans et 18 ans, au percentile 50, en moyenne, un garçon va prendre 27 kilos. Et donc, il y a aussi
cette idée à garder en tête qu'il y a de temps en temps des pics de croissance. Et quand il y a un pic de croissance, mais pour assurer cette croissance, il faut à ces moments-là aussi augmenter les apports. Et donc pour arriver à ces moments de croissance et arriver à à la taille adulte pendant l'adolescence et même dans la vingtaine, il faut des bonnes quantités et il faut bien manger. Alors, les besoins nutritionnels à l'adolescence, comme on vous disait, ils sont très importants et il faut prendre en considération que la dépense énergétique totale va être constituée de différents paramètres qui vont s'additionner. Donc déjà, il y a le métabolisme de base. Donc ça, c'est l'énergie nécessaire pour assurer les fonctions vitales. Et donc, on a mis, c'est plus ou moins 1300 calories, mais évidemment, ça, c'est aussi au cas par cas. Il y a le besoin de croissance. Donc ça, c'est les besoins qui sont nécessaires pour assurer une croissance naturelle harmonieuse. Il y a la thermogénèse. Donc ça, c'est l'énergie qui est nécessaire à la digestion. Il y a aussi la thermorégulation, donc ça, c'est, ce qui permet de maintenir une température corporelle adéquate et enfin, il y a l'énergie nécessaire à l'activité physique. Donc ça aussi, c'est au cas par cas en fonction de l'activité, que vont pratiquer nos adolescents. Donc, en résumé, les besoins en énergie sont très élevés pendant l'adolescence, justement pour assurer la croissance et le développement de chacun. Et dans la société actuelle, la culture actuelle, où une alimentation saine est très importante, on oublie souvent que ces besoins pendant l'adolescence sont aussi élevés et que les adolescents ont besoin de manger. Donc comme on vous le disait, les apports de nos adolescents, les apports nutritionnels, sont très importants. Et le rythme des repas, que nous mettons en place répond à nos besoins biologiques, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, à nos habitudes sociales et culturelles. Souvent, la vie familiale, la vie scolaire entraîne une organisation, de nos journées alimentaires en 3 repas, auxquels viennent s'ajouter 1 à 2 collations. Et ce rythme permet, et ça c'est très important, de limiter aussi, les grignotages entre ces prises alimentaires et donc ça permet une bonne répartition des apports sur la journée. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y a d'autres organisations qui sont possibles, comme elles existent, ailleurs dans certaines régions du monde et doivent être prises en considération quand nous y sommes confrontés. Nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain, des habitudes familiales, des habitudes culturelles. Un autre élément que nous tenions à souligner aussi, c'est l'importance du petit déjeuner, pour nos enfants, pour nos adolescents. Dans le sens où dans nos sociétés actuelles, le petit déjeuner est malheureusement souvent un repas qui est zappé par faute de temps, par, un souci d'organisation, de disponibilité de l'alimentation, enfin, pour plusieurs raisons. Pourtant, ce repas est une source d'énergie, vraiment nécessaire, pour qu'ils puissent affronter, la matinée et en fonction de la faisabilité aussi, c'est également l'occasion de partager un repas supplémentaire, un moment agréable en famille et ce qui peut stimuler également l'appétit. Ici, on a juste quelques points qui sont parfois oubliés pendant l'adolescence par rapport à l'alimentation, l'enfance et ce passage à l'adolescence. Donc, on voulait juste souligner ces points, que les produits laitiers sont importants et donc c'est recommandé d'avoir 3 produits laitiers par jour pendant l'enfance et l'adolescence qui apportent du calcium et qui sont essentiels à la croissance et la bonne minéralisation des os. Les matières grasses ajoutées, donc l'huile, beurre ou margarine, peuvent être consommées tous les jours en petite quantité. Ce ne sont pas des aliments à éviter. Et les féculents doivent être consommés tous les jours. Donc, juste pour vous donner une idée, en moyen, entre 4 et 6 ans, la portion est d'environ la moitié de celle d'un adulte, mais ça va dépendre de chaque enfant. Et entre 7 et 11 ans, la portion va augmenter progressivement pour atteindre les portions des adultes.
Alors ici, on vous a mis, la pyramide que propose, l'ONE, pour, les enfants de 18 mois à 12 ans. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette pyramide convient parfaitement aussi pour nos, adolescents et jeunes adultes. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les féculents, sont, à la base de cette pyramide. Donc il y a la différence avec la pyramide adulte. Pourquoi? Tout simplement, vu leurs apports, enfin leurs besoins importants en ce genre de nutriments et aussi ce que nous tenions à vous montrer, c'était, en haut, à gauche, donc c'est la répartition en fait, des repas sur la journée. Donc effectivement, dans la journée, il y a 24 heures, cependant, il faut répartir, ses besoins qui sont importants sur un petit peu plus de la moitié de la journée et donc bien répartir en 4 repas, un petit-déj, un dîner, un goûter et un souper. Ça permet vraiment de répondre aux besoins importants, de nos enfants, mais également de nos adolescents. Voici la pyramide alimentaire plus récente en Belgique, mais on ne va pas remplacer la pyramide précédente par cette pyramide dès qu'on arrive à l'âge de l'adulte ou à 18 ans. Donc les besoins nutritionnels restent encore élevés au début de la vingtaine et le développement va continuer jusqu'à 23-24 ans. Et donc progressivement, nous allons adapter l'alimentation à une alimentation moins importante en énergie que ce qui était nécessaire pour la croissance et le développement, mais ça ne va pas passer tout de suite à cette alimentation. Et aussi pour garder en tête, il faut pour combler ses besoins énergétiques et pour manger de tout, il est important de continuer à manger plusieurs repas par jour, régulièrement au cours de la journée. Nous sommes à la fin de la présentation, mais vous trouverez des documents en complément dans ce module.